Et bon, tu peux y aller. Je peux y aller? Mais bien sûr. Et bonjour à tous, bienvenue et merci pour ce temps que vous prenez pour cette présentation. Je vous propose d'expliquer ce que peut être une certification neurosciences avec un petit support de diaporama. Il y a juste quelques diapos, 4 ou 5. Et puis, après cette présentation, je vous propose d'accueillir toutes vos questions et puis, dans la mesure du possible, avec l'aide de Julie, d'y répondre. Alors, j'y vais. Je partage mon écran. Voilà. Alors, donc certification neurosciences, je vais peut-être vous parler de l'organisation pédagogique et j'ai envie de dire le sens qu'on souhaite y donner à travers cette organisation pédagogique. D'abord pour dire, peut-être ça va vous paraître étrange, mais d'abord pour dire que cette certification, c'est un processus. Alors, processus dans le sens où c'est en chemin qu'on construit la connaissance. C'est en chemin que vous allez donner du sens à la connaissance. Ça veut dire que vous n'allez pas tous entrer dans cette formation de la même façon, vous n'allez pas en sortir de la même façon non plus, dans la mesure où vous avez forcément plein d'informations, vous avez eu déjà vous avez bénéficié de plein de formations, vous avez des expériences extrêmement variées. Donc, j'ai envie de dire que vous êtes déjà riche en entrant dans cette formation-là. Donc, c'est un processus, vous allez partir de là où vous êtes, vous allez vous nourrir d'un certain nombre d'informations, mais la manière dont vous allez, j'ai envie de dire, concocter un projet autour de cette formation-là vous appartient. Et ce qui est très important, c'est de pouvoir échanger parmi tous les membres de la promo à laquelle vous appartenez, peut-être d'ailleurs la précédente. Donc, c'est un chemin, c'est un processus, une logique de formation que je vais essayer de vous expliquer et l'importance aussi d'accepter d'avancer à petits pas. Vous allez voir que dans la formation, vous allez peut-être commencer par faire des petits pas ou d'autres vont faire des grands pas. Puis à d'autres moments de la formation, si vous avez fait des grands pas, vous allez à nouveau en faire des petits. Donc, les gens avancent de manière extrêmement différente. Et encore une fois, c'est important de s'écouter, j'ai envie de dire, quand on fait ce type de formation sur un temps relativement long. Et avancer à petits pas, c'est ce que j'ai décrire plus haut, c'est-à-dire accepter que le champ se construit au fur et à mesure du chemin parcouru pendant la formation et évidemment après la formation. Peut-être que le plus important, c'est d'ailleurs ce qui va se passer après la formation. Alors, il y a 6 modules, j'en ai mis 5 là, mais il y en a 6, je vous expliquerai brièvement le 6e. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a une logique de formation dans la mesure où les modules sont organisés dans un choix précis. Dans une organisation précise, on a fait le choix de privilégier cette première structure qu'on appelle étude générale du système nerveux et du développement du cerveau. Alors, pourquoi ? Parce que, comme on va parler évidemment de neurosciences pendant toute cette certification, il y a un certain nombre de choses qu'il faut connaître pour pouvoir faciliter la compréhension des autres modules. Alors, d'expérience, c'est un module que les gens trouvent un petit peu compliqué parce qu'on est obligé de toucher un petit peu à la génétique, je vais d'ailleurs le préciser. On touche, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de génétique. On va toucher la biorhythmicité de l'être humain, c'est-à-dire la manière dont il réagit avec son environnement. On n'est pas tout seul en autonomie, on évolue dans un environnement qui a forcément de l'influence sur qui nous sommes et la manière dont nous allons nous développer, y compris notre développement neurologique. Et il faut comprendre aussi ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, puisque c'est un diplôme c'est une certification de neurosciences cognitives et apprentissage. Et donc, le terme de plasticité cérébrale, c'est-à-dire le fait que nous apprenons tout au long de la vie, est un mot-clé de ce type de processus. Donc voilà, ce sont des contenus un petit peu scientifiques. Mais comme vous allez entrer de manière très différente, nous, notre souci, c'est vraiment de pouvoir se faire comprendre et de pouvoir que vous puissiez accrocher avec ces termes-là. Si vous ne les maîtrisez pas à la fin de ce premier module, encore une fois, c'est pas, comme je vous disais, c'est un processus, donc aucun problème. L'important, c'est d'accepter d'y entrer en se disant que voilà, c'est un module de départ avec des informations qu'il faut connaître, mais vous avez tout le temps de la formation pour pouvoir réellement y donner du sens.
Donc, un petit peu comme dans un goulot d'étranglement, on a décidé de commencer par quelque chose de très général et de très neurologique. Et petit à petit, on va glisser vers les apprentissages. Et donc, pour pouvoir passer du fonctionnement neurologique vers l'apprentissage, eh bien, on passe par ce qu'on appelle les fonctions cognitives ou les fonctions exécutives, c'est-à-dire la manière dont notre cerveau conçoit le monde. Et il conçoit le monde parce qu'il est, encore une fois, dans un environnement et il réagit par rapport à son environnement. Donc, il mémorise son lieu de vie d'une certaine manière, il mémorise la compréhension du monde d'une certaine manière, donc il est attentif d'une certaine manière. Donc pour faire le lien entre ce premier module et ce second, donc fonctionnement du cerveau dans le premier module en général, nous allons glisser vers le fonctionnement du cerveau vis-à-vis des apprentissages. Parce que quand on parle du cerveau, on peut parler plein de choses. On peut parler de maladies comme la maladie d'Alzheimer ou Parkinson, sauf que ce n'est pas le rayon des apprentissages. Mais donc, le fonctionnement du cerveau et apprentissage se restreint pour nous dans le sens quelles sont les fonctions du cerveau qui nous permettent d'apprendre. Donc, on va travailler beaucoup sur la flexibilité cérébrale, c'est-à-dire comment on apprend à un cerveau à quitter ces représentations pour aller vers d'autres représentations. C'est le sens de l'apprentissage. Pour apprendre, il faut accepter de modifier ce que l'on sait, et on le fait tous les jours de la vie. Les enfants font ça tous les jours de la vie. Tout un travail de qu'est-ce que la mémoire, comment est-ce qu'elle fonctionne, et comment est-ce qu'elle fonctionne à la fois du point de vue neurologique, mais aussi du point de vue et aussi en lien avec la flexibilité, puisqu'on mémorise un certain nombre de choses. Si l'humain est flexible, ça veut dire qu'on modifie aussi notre mémoire. Et on va comprendre que c'est quelque chose d'assez compliqué pour tous les êtres humains de modifier une représentation que l'on a mémorisée et que l'on croit que l'on considère comme étant juste. On va travailler aussi sur le système attentionnel qui est lié à la mémoire. Mémoriser, c'est faire attention à ce qu'il faut mémoriser. Donc, on travaillera autour de la compréhension du système attentionnel et de ces fonctions exécutives, dans le sens exécuter des tâches dans les apprentissages. Eh bien, nous allons petit à petit glisser vers le domaine de la pédagogie et de la didactique pour, en fonction de ces deux modules qui cadrent un petit peu le fonctionnement du cerveau, nous interroger sur ce qu'est l'intelligence. Avec les neurosciences, on s'est rendu compte que finalement, l'intelligence n'est pas tout à fait ce qu'on imaginait. Et vous savez bien que dans le domaine de l'éducation, la représentation de l'intelligence est, on va dire, relativement rigide. Elle est très ancienne et elle persiste. C'est ce qu'on appelle un neuromythe. Et il y a des choses à comprendre du développement humain. Peut-être qu'on ne devrait pas appeler l'intelligence, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autres mots qui sont très, très importants pour comprendre l'enfant qui apprend ou la personne qui apprend autrement que dans cette catégorisation dans laquelle on l'enferme parfois. Donc, tout un travail sur l'intelligence, un travail sur l'intelligence artificielle, évidemment, qui intègre aujourd'hui le domaine des apprentissages de manière heureuse. Comment l'intelligence artificielle peut accompagner l'apprentissage. Donc, réflexion indispensable quand on travaille sur les neurosciences et l'apprentissage. Tout un travail aussi sur la méditation, c'est-à-dire ce qu'on sait aujourd'hui de la méditation, le lien entre la méditation et l'apprentissage. Donc là, on est dans la méditation dans la classe, ou l'intelligence dans la classe, l'intelligence artificielle dans la classe. On s'est rendu compte, par exemple, que la méditation avait des effets très importants sur le système attentionnel. Et aujourd'hui, ce sont des travaux qui sont très documentés scientifiquement et qui méritent vraiment qu'on réfléchisse à cette thématique. Un travail aussi sur les émotions. Et les émotions ne sont pas seulement de la thématique de la psychologie, c'est aussi une thématique des neurosciences, c'est-à-dire qu'on sait beaucoup de choses aussi sur la manière dont fonctionnent les émotions. Donc, il ne s'agit pas seulement d'apprendre à les gérer, bien sûr, c'est important de savoir les gérer, mais c'est un terme un petit peu ambigu de gérer ses émotions. C'est plutôt comment on génère des émotions, comment finalement l'être humain, indépendamment de sa volonté, génère des émotions, parce que c'est quelque chose de totalement archétypique dans le sens où les émotions, c'est le système clé phare du fonctionnement humain. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'humanité. Donc la manière dont le cerveau produit les émotions, la manière de comprendre les émotions et la manière d'en faire quelque chose de très puissant dans les apprentissages est un sujet aussi très important des neurosciences. Et voilà. Et puis, à partir de ces trois modules qui sont, encore une fois, vraiment orientés vers ce qu'on appelle les neurosciences cognitives, on a proposé de travailler sur un autre module qui est donc le quatrième, qui est un module un peu arrêt sur image.
C'est-à-dire que, voilà, 3 modules où on aura plein d'informations sur le cerveau, mais quand je disais arrêt sur image, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut réfléchir, comment est-ce qu'on peut engager une réflexion sur le champ des neurosciences à l'école. Alors, par rapport aux neurosciences, il y a sans doute le meilleur, mais il peut y avoir parfois le pire. Et donc, très important d'intégrer les neurosciences dans une approche anthropologique, et en particulier l'anthropologie culturelle, qui est évidemment chère à la mission laïque française, puisque on aurait tendance à penser, par exemple, que les fonctions cognitives ou exécutives dont je parlais tout à l'heure fonctionnent de la même façon pour tous les humains de la planète. Alors certes, oui, on a dans notre cerveau des structures cérébrales qui sont identiques parce que c'est le résultat de l'évolution darwinienne, mais on se rend compte aujourd'hui, et on accepte aussi de comprendre, si je peux m'exprimer comme ça, que finalement, quand on habite dans une partie du monde, une autre partie du monde, eh bien non, nous n'allons pas traduire les informations de la même façon. L'empreinte culturelle modifie la manière de traiter les informations. Et c'est très important de l'accepter et de le respecter, évidemment, puisque nous ne sommes pas tous un, nous sommes des êtres extrêmement différents, et c'est cette variété qui donne de la richesse à l'apprentissage. Donc tout un module sur l'anthropologie culturelle, avec des questions vraiment sur la fondamentale, sur qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que l'humain qui apprend, qu'est-ce que l'humain qui intègre l'intelligence artificielle. Donc voilà. Forcément, autre thématique aussi de cette approche réflexive autour des neurosciences, c'est de parler de neuroéthique. L'éthique, c'est un terme que vous connaissez évidemment. La neuroéthique est un terme assez nouveau. Ce néologisme, on l'utilise beaucoup plus dans le domaine médical que dans le domaine pédagogique, parce que même si les neurosciences ont intégré maintenant le monde de l'éducation depuis une dizaine d'années, on n'a pas encore travaillé, ou on ne travaille pas encore suffisamment l'éthique. Et donc, on a appelé la neuroéthique. Ça veut dire comment est-ce que l'on pense l'être humain avec ce que l'on sait sur le cerveau? Est-ce que tout ce qu'on peut faire sur le cerveau est souhaitable? Pour vous donner un exemple, est-ce que par exemple, avec des implants dans le cerveau, oui, on peut réguler un certain nombre de pathologies, mais est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que un enfant on peut imaginer qu'un enfant qui aura un implant dans le cerveau dans quelques années verrait effectivement ses problèmes attentionnels réglés, mais est-ce qu'il faut le faire? Voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette humanité où tout pourrait se régler de manière comment dire, avec des moyens de guérison assez surprenants. Et voilà, encore une fois, ça rejoint la question de l'anthropologie culturelle. Quel humain veut-on dans le futur? Et évidemment, autour de ça, la déontologie professionnelle, dans le sens où le déontos, c'est le devoir, c'est-à-dire quel est notre devoir en tant qu'enseignant, et en particulier quand on utilise certains contenus des neurosciences. Et le troisième module, alors qui est sans doute un module assez ancien pour ceux qui ont peut-être l'habitude de travailler sur les sciences de l'éducation, un module qu'on a appelé sociologie de l'éducation, qui se rapproche assez de l'anthropologie culturelle, mais qui néanmoins est différent. Dans l'orientation qu'on a choisie par rapport à la sociologie de l'éducation, c'est par rapport au regard qu'on porte sur l'élève. Est-ce que finalement l'école, est-ce que c'est une école pour tous? Est-ce que c'est une école où chaque enfant peut trouver sa place? Et est-ce qu'on accepte finalement de regarder l'enfant comme une personne capable d'adaptabilité cognitive, ou est-ce qu'on va se limiter à finalement une réflexion qui consiste à dire oui, mais bon, il y a des enfants qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas, c'est comme ça, on n'y peut rien, ça a toujours existé, on ne va pas changer le monde, et voilà. Donc c'est vraiment une réflexion sur, encore une fois, et je pense que c'est très très présent dans cette certification. Il y a évidemment l'apport des neurosciences, mais il y a surtout la place de l'humain au sein des neurosciences et dans l'éducation du futur. Et le dernier module qui peut-être rejoint quelque chose de plus pragmatique après ce module de la réflexif, puisque le module 2 sur les fonctions exécutives ou la neurodidactique des apprentissages, c'est aussi quelque chose d'extrêmement concret, mais accompagner les transitions éducatives, là du coup on rejoint la classe avec une réflexion sur les neurosciences et la coopération. Les neurosciences et le rapport à la connaissance, puisqu'on sait que nous allons doubler les connaissances dans à peu près une quinzaine d'années toutes les 12 heures. Donc, quid de la gestion de la connaissance?
comment est-ce qu'on aide un enfant comment est-ce que l'on comprend les modifications neuronales forcément que l'enfant va devoir gérer par rapport à la connaissance qui, elle, va devenir complètement ingérable. Tout un module sur l'innovation technologique et numérique dans les transitions éducatives. Là, pareil, est quelque chose d'absolument indispensable, et peut-être aussi pour essayer de remettre en cause aussi des représentations erronées sur cette innovation technologique et numérique qui, comme je le disais, permet vraiment de bouleverser le monde de l'éducation de manière assez intéressante. Et un module auquel on tient beaucoup. Alors ce module-là, connaissance de soi, je veux dire, c'est quelque chose qu'on aurait pu mettre au début, et puis c'est quelque chose qu'on pourrait aussi retrouver dans tous les modules, dans le sens où, quand je disais tout à l'heure que cette certification, c'est un parcours, je crois que ce qui ne serait pas souhaitable, mais ça c'est de notre ressort, c'est de faire de cette formation, comment dire, un certain nombre une formation qui ferait que nous allons transmettre un certain nombre d'informations qui va ingurgité. Donc, évidemment, il y a évidemment de ça, mais ce qui est souhaitable, en tout cas, pour moi, en tout cas, une formation réussie, c'est une formation qui va dans le sens de la connaissance de soi, dans le sens où une transformation doit transformer. C'est une transformation. Et la transformation de soi est, je crois, un des repères les plus importants pour dire que finalement, nous avons intégré la formation qu'on est en train de faire. Si elle reste finalement assez froide, c'est-à-dire liée à des connaissances qu'on va peut-être réutiliser ou pas. Je ne sais pas si c'est finalement très, très intéressant. Le plus important, c'est la manière dont une formation nous parle et, comme je le disais, nous transforme. Donc, autour de ce module connaissance de soi. Donc, il s'agit à la fois de prendre conscience de la manière dont chacun de nous traduisons nous-mêmes nos connaissances, où nous nous transformons nous-mêmes par rapport à la formation, quelle que soit la formation. Et puis, c'est aussi une manière d'accompagner les personnes que nous dans les apprentissages, que ce soit des enfants ou des adultes, d'être vigilants quand on enseigne, quel que soit le type d'enseignement, d'être vigilant à la transformation de soi. Donc, voilà, on va essayer d'éclairer ce qu'on appelle finalement se connaître et aider l'autre à se connaître, surtout si l'autre est un enfant qui est en train de grandir. Donc, voilà, donc un processus et un chemin, je reprends le terme, avec forcément, dans le meilleur des cas, plein de questions, plein de projections, plein d'incertitudes, plein de doutes, des remises en cause, des souplesses, des projets, des actions, des envies. J'ai envie de dire, utiliser des neurosciences au service de votre développement professionnel, plutôt que utiliser les neurosciences pour pouvoir les réutiliser en classe. Alors bien sûr, c'est évidemment l'objectif, mais c'est peut-être l'objectif premier, mais pas sans un regard différent sur sa manière encore une fois, de développer son propre regard sur son métier. Et je vais terminer. Donc, l'objectif de la certification n'est pas tant de faire des participants des neuroscientifiques, ce que évidemment vous ne serez évidemment jamais, parce que votre métier, c'est d'être enseignant, c'est pas d'être scientifique, mais donc d'avoir des connaissances sur le fonctionnement du cerveau pour changer l'école ou changer le regard sur l'école et sur l'apprentissage. C'est un des objectifs aussi de cette certification. Pensons l'école autrement. Alors, je dis pourquoi la certification n'est pas de faire des neuroscientifiques, mais je pense que c'est clair pour vous, parce qu'un cognitiviste ou un neurologue, il a avant tout la compétence de faire du diagnostic, donc vous ne pourrez pas faire de diagnostic comme le fait un neuroscientifique. Mais vous travaillez avec ce que vous voyez à l'école, et c'est déjà extrêmement important. Quelquefois, pour certains enfants, il faut un diagnostic, mais alors ce diagnostic se fait de pair avec un professionnel. Mais vous travaillez évidemment vous aussi avec ce que vous percevez en classe, et vous travaillez des outils de remédiation, mais ça vous savez très bien faire, mais pas comme un neuroscientifique. De la même manière, à la fois pour le diagnostic et la remédiation cognitive, vous ne le ferez pas comme un neuroscientifique, mais vous le ferez comme un enseignant qui a acquis un certain nombre d'informations en neurosciences, tout à fait, je crois, pour ma part, indispensables pour le métier. Vous serez évidemment, on ne vous attend pas au bout comme un neuroscientifique, parce qu'un neuroscientifique ou un cognitiviste, c'est quelqu'un qui traduit les actes médicaux, qui peut traduire en acte médical un résultat d'IRM. Donc, ce n'est pas du tout ce que vous ferez non plus, encore une fois. Mais, encore une fois, j'insiste, vous allez faire votre métier d'enseignant
avec ces connaissances en neurosciences qui pourront vous donner un certain nombre de réponses sur votre manière de gérer votre profession. Et puis, encore une fois, parce qu'un cognitiviste a des connaissances biologiques et génétiques pour suivre, voire anticiper la veille scientifique. Et alors, il y a quelque chose que vous allez continuer à faire, évidemment, si au bout de cette certification, vous vous lancez dans les neurosciences, c'est évidemment quelque chose que vous allez continuer à faire. D'ailleurs, les gens disent, une fois qu'on s'est lancé dans les neurosciences, eh bien, ma foi, on ne s'arrête plus. Les neurosciences doublent leur connaissance quasiment quasiment tous les ans. Donc, ça suppose effectivement de se tenir au courant d'un certain nombre d'informations. Alors, donc, je vais m'arrêter là. Juste une phrase qui ne vient pas du tout de moi. Changeons la logique d'apprentissage. Je crois que c'est une des phrases clés de cette certification. Et puis l'autre phrase, c'est cette merveilleuse Julie Gounet qui dit des choses absolument incroyables, qui dit « Soyez des enseignants heureux et apprenez à changer de paradigme ». Dans le sens où, effectivement, faire entrer les neurosciences à l'école, c'est changer de paradigme, c'est-à-dire c'est avoir un autre regard sur l'éducation. Voilà, donc j'arrête le diaporama et puis, eh bien, écoutez, si vous avez des questions, évidemment, c'est le moment de les partager. Alors, c'est le moment où on ouvre le micro et puis on demande tout ce qu'on a envie de demander. Valérie. Oui, bonjour. Alors, j'ai bien entendu qu'on partait de là où on était et qu'on allait avancer chacun à notre rythme. J'ai une question un petit peu particulière. Moi, je n'ai pas une formation d'enseignante, mais une formation d'ergothérapeute. Et j'ai fait depuis plusieurs autres formations et notamment une certification en intégration neurosensorielle. Je voulais savoir si donc il y avait toujours... Enfin, si c'était quelque chose qui pouvait être intéressant pour moi de suivre le DU, ça a l'air super intéressant ce que vous avez présenté et moi j'ai super envie de le faire, mais voilà, je voulais savoir si ça avait du sens. C'est difficile pour moi de répondre parce que je ne connais pas le contenu de votre formation. Et alors j'ai une idée de ce qu'on appelle l'ergothérapie, mais je crois que vraiment, en fonction du contenu et par rapport à la manière dont vous avez été formé, je crois que vous pouvez savoir peut-être mieux que moi, je ne sais pas. Ou alors il faudrait qu'on puisse voir ensemble qu'on mette en parallèle, par exemple, les deux types de formation pour voir ce qui correspond, ce qui ne correspond pas. Mais de toute façon, l'approche qu'on aura en neurosciences ne sera pas celle de l'ergothérapie, ça c'est sûr. Oui, pour sûr, ça c'est évident. Ouais. Okay. Et la deuxième question, c'est, il m'avait semblé lire au début, c'est peut-être plus une question pour Julie, mais il m'avait semblé lire au début dans la présentation que c'était un DU, et maintenant il y a écrit certification, et pourquoi ça a changé Alors, c'est une erreur de notre part, ça n'a jamais changé, ça a toujours été une certification. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Merci. Merci pour les questions, Valérie. Et j'ai la chance de connaître Valérie. Et oui. Aucun souci pour suivre la formation, Valérie. Au regard super. De la première promotion qui est déjà engagée. Ok, d'accord. Je vais faire la demande dès la rentrée. Bonjour. Bonjour. Je suis Hélène, gymnasté, je suis de Toulouse. Ma question, c'est quel est le coût de la certification? Donc, je réponds là? Par exemple. Donc, je regarde Pascal pour être sûre de ne pas me Oui, bah oui, du coup, tu sais. Alors, il y a deux coûts différents, Hélène. Il y a un coût pour nos établissements Mission laïque française, hein, puisque tout est hébergé et maintenu chez nous, qui est de 2 600 € quand on est à la MLF et qui est de 3 900 € quand on est en extérieur. D'accord. Parce que moi, je suis en cours j'espère terminer le DU neurosciences et apprentissage tout au long de la vie d'Angers. Et il y a beaucoup de similitudes, mais moi, ça m'intéresserait quand même. Mais sur ce, quelle est la différence un peu entre les deux? Alors, je connais bien le DU d'Angers, évidemment. Et c'est pour ça que j'y suis allée au départ. J'y suis allée parce que je vous avais eu en formation et je n'ai pas eu la chance de vous avoir en face, mais bon, voilà.
Alors, il est très différent de celui d'Angers, parce qu'aujourd'hui, celui d'Angers est surtout axé sur les sciences de l'éducation, avec beaucoup de théories d'apprentissage. Donc, nous, ce n'est pas du tout le choix qu'on a fait dans cette certification, parce que beaucoup d'enseignants ont déjà une formation en sciences de l'éducation ou en théorie de l'apprentissage, et on souhaitait vraiment projeter les choses vers quelque chose de novateur dans le futur, et qui est sans doute différent de l'idée d'Angers. Merci. Il y a un pôle neuroscientifique qui est bien plus important que ce qui existe maintenant dans le DU d'Angers. C'est ce que j'ai cru comprendre, c'est pour ça que je suis là. Mais voilà, sur ce, c'est vrai que ça fait 2 formations à coût élevé, quoi. Oui. Il y a une question, merci pour la question, Hélène. Pascal, il y a une petite question sur la durée et le rythme des sessions. Donc, peut-être expliquer que c'est une formation à distance. Oui, donc c'est effectivement, je n'ai pas dit ça. Donc, une formation en asynchrone distanciel. Ça veut dire que les modules sont scénarisés et très, très bien organisés, aidés par Julie Abdessamed et François. Et donc elle est scénarisée, donc en fait elle est dans le distanciel, donc évidemment c'est une partie toute une grande partie, d'ailleurs la totalité que vous gérez vous-même, avec des temps de travaux de groupe, avec des temps de présence quand même en synchrone à peu près une fois par mois, mais à part les travaux de groupe, c'est une organisation asynchrone distancielle que vous organisez quand vous pouvez. Il y a évidemment un module dure à peu près 2 mois et demi, 3 mois. Donc pendant ces 2 mois et demi, 3 mois, vous vous organisez comme vous pouvez. C'est bien de pouvoir terminer le module à la fin du premier module, parce qu'après, il faut entamer le deuxième, donc il ne vaut mieux pas cumuler trop de retard. Mais c'est vrai que ça vous permet d'organiser et de faire ça quand vous avez le temps. Donc, elle dure 18 mois. La version actuelle dure 18 mois et il y a donc le temps de travail est très différent, parce qu'on se rend compte pour la première promo que sur une question, les gens peuvent pas, sur un module par exemple, les gens peuvent passer 40 heures et puis d'autres vont en passer 15 ou 10. Donc il y en a qui sont tout à fait passionnés et qui vont vouloir en faire encore et encore. D'autres ne sont pas moins passionnés, mais donnent d'autres priorités pour d'autres modules. Donc, c'est très, très différent d'une personne à une autre. Et tout le monde ne peut pas non plus donner autant de temps. Quand on a plein d'activités, c'est difficile de faire par rapport à quelqu'un d'autre qui aurait moins d'activités. Donc, l'important, c'est que vous puissiez entrer dans chacun des modules, que vous puissiez vous saisir quand même de l'importance de chacun des modules, mais encore une fois, la capacité et le temps que vous avez vous appartient. Alors, quand débuterait la certification ? Julie ? En septembre, on va vous laisser rentrer tranquillement et puis on va faire une ouverture comme pour la totalité des certifications, des masters ou des DU, entre mi-septembre et fin septembre. Alors oui, le DIF peut être… Pardon. Oui. Vous m'entendez ? Oui, on ne va pas oublier celle du DIF. Je vais répondre à celle du DIF tout à l'heure. Allez-y. Moi, ma question, c'est à la fin des 18 mois, est-ce qu'on a à produire un mémoire ou comment vous délivrez cette certification en fait ? Alors, non, on n'a pas fait le choix du mémoire parce que ça demande je veux dire, un autre type de compétences qui n'est pas inintéressant, hein, mais ce n'est pas le choix qu'on a fait. Le choix qu'on a fait, c'est de présenter un portfolio. Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire, ce qui est très important, c'est ce que vous allez pouvoir déposer sur votre portfolio au fur et à mesure de la certification. Donc, à la fois, déposer, ce n'est pas déposer ce que vous avez fait parce qu'on va vous demander de faire un certain nombre de choses, mais de déposer ce qui a fait sens pour vous. Et finalement, la présentation du portfolio, c'est vraiment, c'est le sens de tous les modules à la mission laïque française, c'est d'organiser ce développement professionnel. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est la manière dont vous avez organisé votre développement professionnel. C'est-à-dire, quel sens ça a pour vous, quel sens ça a pour votre métier. Le portfolio est tout à fait individuel. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Donc un portfolio, on vous expliquera. Donc, il y a plein de manières d'organiser des portfolios, mais c'est ce que vous déposez qui a du sens. Donc, on pourra le faire avec un regard d'enseignant et de formateur. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout… Et de personnes.
Et de personnes, d'accord, super. Merci beaucoup pour votre réponse. Oui. Alors, par rapport à la question du DIF, oui, vous pouvez utiliser le DIF et du coup, plus vous avez d'années d'ancienneté, plus c'est intéressant. Donc, oui, il faut, bien sûr, ça fonctionne tout à fait. Alors Pascal, une question là vraiment importante. Toutes les questions sont importantes, mais celle-là, je pense que beaucoup se la posent. Qu'est-ce qui marque la fin d'un module? Est-ce qu'il y a des travaux à rendre ou est-ce qu'il y a des évaluations, Pascal? Non, il n'y a pas d'évaluation. Je crois qu'on est… Enfin, c'est pour ça que la dernière phrase, en fait, pensons les choses autrement, changeons de paradigme. Il n'y a pas d'évaluation dans le sens académique du terme. Et je crois que cette certification, c'est une certification basée sur la confiance. Et en gros, on n'a pas des étudiants qui viennent valider un parcours. Ce n'est pas dans ce sens-là. On a des personnes qui font évaluer leur parcours professionnel. Et en ce sens, oui, il y a des travaux à faire. Il n'y a pas des travaux à rendre. Il y a des travaux à faire que vous allez faire tout seul ou que vous allez faire en groupe. Les travaux, ce sont des travaux que vous pouvez, qui vont vous faire réfléchir. Donc, ces travaux que vous pouvez faire avec vos élèves. On vous propose des choses qui sont toutes faites, que vous pouvez faire avec vos élèves. Un exemple, quand on va travailler sous le concept d'intelligence, eh bien, une des possibilités, ça fait partie des travaux, c'est intéressant, par exemple, d'aller demander à vos élèves ce qu'ils pensent de l'intelligence ou demander à vos collègues ce qu'ils pensent de l'intelligence. Donc, il y a effectivement une organisation prévue sur la plateforme où vous pouvez sonder sous forme de quiz vos élèves et vos étudiants. Par contre, ce qui est important et que vous pouvez déposer sur la plateforme, et puis peut-être dans votre portfolio, si ça a du sens, c'est de vous rendre compte qu'on a une représentation, même les enfants et même les tout petits à la maternelle ont des représentations déjà de l'intelligence qui est complètement erronée. Donc, c'est toute cette réflexion que vous allez faire sur les résultats des choses que vous allez pouvoir faire avec vos collègues ou les élèves fait partie de choses qu'on vous demande de faire. Mais ce n'est pas évalué dans le sens où, encore une fois, confiance, quoi. On est tous en train de travailler sur des choses qui nous passionnent. Si vous faites une certification en neurosciences qui dure 8 mois, c'est que ça vous passionne. Donc, on imagine évidemment que vous allez faire ce qui est proposé. Et voilà, je pense que c'est suffisant. Alors, une autre question, est-ce que la certification, Pascal, est délivrée par une université ou une autre institution? Alors, ce n'est pas délivré par une université dans le sens où ce n'est pas un DU. DU, ça veut dire diplôme universitaire. Par contre, il est délivré avec la mission laïque française, mais en tout cas, il est géré du point de vue de l'organisation pédagogique par le Grain de Monde. Le Grain de Monde est le laboratoire que je dirige, qui est un laboratoire de neurosciences cognitive et apprentissage. Et moi-même, je suis chercheur associé à l'université Paul Valéry de Montpellier. Et donc, ce laboratoire est aussi hébergé par le LIRDEF, laboratoire de l'université Paul Valéry de Montpellier. Mais ce n'est pas un diplôme universitaire, c'est une certification. Peut-être qu'il deviendra DU un jour, mais pour l'instant, c'est une certification. On entre dans un autre système d'évaluation quand ça s'appelle DU. Et quand ça s'appelle certification, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est de même nature, hein, c'est de même, puisque c'est moi qui ai organisé effectivement le DU d'Angers avant de le créer, enfin de le proposer avec l'équipe, à toute l'équipe de la MLF, à la mission laïque française. Donc effectivement, il y a des obligations académiques de mémoire, de dossiers, etc., qui sont d'une autre nature, mais ce n'est pas le choix qui a été fait là. Alors, autre petite question, est-ce qu'il y a une liste d'ouvrages à lire ou une bibliographie qui sera transmise? Oui, 150 ouvrages à lire avant le mois de septembre. Trop top. Oh ben Camille, ça vous fait rire? Non, je trouve ça génial. Trop top, ok. C'est hyper stimulant, c'est chouette. Oui, évidemment, il y a une bibliographie. Et puis, vous voyez, encore une fois, alors cette bibliographie, elle est organisée par thématique sur la mémoire, l'attention, les neuromythes, l'intelligence, etc. Et puis, à vous de voir comment vous entrez dans ces ouvrages. Mais oui, c'est-à-dire, on a globalement tout ce qui existe en neurosciences et éducation sur cette bibliographie. Et mais évidemment, tout n'est pas à lire. Hein. Mais en fonction de vos intérêts, vous privilégierez certains ouvrages plutôt que d'autres. Il y a de nouveau une question sur le DIF, là. Alors, Camille, vous voulez dire quoi?
Parce que excusez-moi si vous m'entendez pas bien avec le micro, je m'excuse, la connexion est un petit peu aléatoire ici. On vous entend bien. Je sais que le compte formation, c'est en nombre d'heures. Oui. Quand on est sur le site du gouvernement sur lequel on rentre les informations et tout. Donc, je suppose que on a accès en utilisant le DIF à un nombre d'heures. Donc, je voulais savoir si on avait une idée du nombre d'heures que représente à la fois en termes d'investissement personnel par semaine et à la fois sur la totalité à peu près cette certification en fait. Alors, du coup, je ne sais pas si j'ai la bonne représentation du DIF pour le DIF, mais si certains savent, dites-moi, ou si vous savez, disons, Camille, votre représentation n'est pas la même que la mienne. En fait, le DIF, me semblait-il, était le nombre de points en fait cumulables avec les années d'enseignement qui vous permet d'avoir une somme pour pouvoir faire une formation. Est-ce que je me trompe? Ou est-ce que d'autres ont d'autres informations? Après, si vous voulez faire une formation, je ne suis pas sûre qu'il faille le détail à ce point, mais s'il le faut, le nombre d'heures est connu, mais enfin, en tout cas, on donne un nombre d'heures sur approximativement le nombre d'heures que vous allez donner pour cette certification, mais il me semble que c'est plutôt en termes de points qui vous donne une possibilité de financer, mais je peux me tromper, Camille. Du coup, il faudrait se renseigner. Quand je suis connectée sur le site du gouvernement, sur Oui. la nouvelle, moi, ça m'indique, par exemple, je ne suis pas une vieille enseignante, mais ça m'indique que pour l'instant, mon total s'élève à 100 heures. Oui, ce sont des heures maintenant. Ce sont des heures maintenant, plus des points. D'accord. Mais est-ce que les heures correspondent bien au nombre d'heures possibles cumulées avec les années d'enseignement? Oui, c'est en fonction. Que oui. Oui, c'est ça. Oui. Merci, Christelle. Du coup, il faudrait vous renseigner auprès de l'académie. Donc, Camille, tu veux le nombre d'heures, c'est ça? Donc, c'est pas pressé, hein, Julie, il n'y a pas de rush. Hein. D'accord, on va pouvoir te donner ça sans aucun souci. Bon, par contre, ça ne va pas faire 100 heures, Camille. Je sais bien. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, on a appris quelque chose ce soir, hein, tous ensemble. Est-il possible d'avoir la liste des ouvrages, Pascal, avant septembre? Bien sûr, bien sûr. Alors, comment on peut procéder pour que ce soit possible? Alors, elle est prête, elle existe déjà, et donc dès qu'on aura la liste des personnes inscrites au diplôme universitaire, il sera tout à fait possible de la leur envoyer avant l'été. Ok. Alors, vous pouvez effectuer des inscriptions, et là, je parle sous le regard de mes deux collègues François et Abdessamed jusqu'au 28 mai. Sur la plateforme de référencement des inscriptions. Donc, de ça, vous ne vous inquiétez pas. Ce soir, partira un email de ma boîte avec toutes les informations dont vous avez besoin pour déposer un dossier d'inscription, avec y compris le support de Pascal et l'enregistrement de la session. Merci, Julie. Mais Julie, pour les établissements de l'étranger, là, sachant que nous, on fait les demandes de formation professionnelle plutôt à la rentrée, comment on doit s'organiser? Alors, je pense que tu peux d'ores et déjà te retourner vers Olivier Monteil, qui est tout à fait au courant. En fait, ça fait plusieurs années que les diplômes universitaires ont fait des inscriptions entre mars et juin, hein, donc ce n'est pas une nouveauté du tout pour lui. Et il est d'ailleurs en ce moment en regroupement MLF America et il sera tout à fait prêt parce qu'ils entendent parler en ce moment même de la certification neurosciences à prendre ta demande en compte. Okay. Je lui ai déjà dit que j'étais intéressée, mais je ne savais pas. Ok, bon, je vais voir avec lui alors. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi, j'aurais une question. Je voudrais savoir, est-ce qu'après cette formation, est-ce qu'il y a eu d'autres formations dans la même lignée qui sont prévues ou pas? Dans la même lignée, vous voulez dire? C'est-à-dire dans le même domaine. En fait, je suis psychologue de formation, mais je suis enseignante aussi. Et du coup, c'est une formation qui m'intéresse, mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres formations pour approfondir ou pas? Ce que vous avez présenté.
à envisager, un module 2, certification 2. Pour l'instant, alors, il y a peut-être à la MLF, Julie a dû dire, je ne sais pas, à ma connaissance. Alors, pour vous répondre, aujourd'hui, nous n'avons rien puisque c'est la deuxième cohorte que l'on lance, mais on va vous avouer quelque chose. En fait, on va vous dévoiler un tout petit secret. Avec Pascal, juste avant qu'on se connecte, on était en train de discuter des suites possibles. Alors, peut-être pas en termes de niveau 2, mais en termes d'appréhension en fait, des neurosciences de manière encore plus large et sur des formes différentes qu'une certification au long cours. Donc, il y aura des choses, pas tout de suite, pour la rentrée prochaine peut-être, mais sous des formes différentes qu'une certification. Et est-ce qu'il y aura alors une troisième cohorte? À supposer que, par exemple, on ne puisse pas s'inscrire sur cette certification cette année. On l'espère, oui, Pascal. J'espère aussi. Et comment on peut être au courant alors si vous réouvrez des inscriptions dans 18 mois? Ça ne pourra être que dans 18 mois s'il y a quelque chose. Vous attendez qu'une formation soit terminée, une certification soit terminée pour en démarrer une autre, j'imagine. Pas tout à fait, hein? Non. Pascal, je te laisse répondre. Je ne sais pas si je ferais mieux que François et Abdessamed, mais pour l'instant, la première cohorte a commencé en janvier et la deuxième cohorte commence là maintenant en septembre. Donc, c'est 6 mois. Donc, après, une troisième, je ne sais pas, Abdessamed, François, Julie. Je pense que dans l'idéal, les commencer en septembre chaque année et les aligner sur les autres diplômes universitaires semble le plus pertinent, ce qui fait qu'il y a un chevauchement permanent de 6 mois entre deux cohortes. Donc, il est probable qu'on en rouvre une en septembre 2022. Je parle sous le couvert de mes collègues. D'accord, merci. Et donc, on peut être mis au courant de cette ouverture pour la nouvelle certification comment? Alors, comment? Où est-ce que vous êtes? Et à quel monde vous appartenez? Alors, moi, je suis enseignante à Orléans et dans un collège. Donc là, j'ai été mise au courant de cette certification parce que j'ai fait récemment une formation avec Madame Toscani. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait ce soir cette réunion et puis qu'il y avait cette certification qui s'ouvrait en septembre. Je me dis, si ce n'est pas possible pour moi septembre et que je l'envisage un peu plus tard, comment je peux me tenir au courant en fait? Alors, peut-être la première chose, c'est de regarder ce soir, je vous envoie le site du CDP sur lequel les formations sont affichées et vous verrez les nouvelles formations dès lors qu'elles réouvriront avec de nouvelles dates. Donc, vous le verrez dessus. Donc, y aller régulièrement. Puis, j'ai envie de vous dire, je vous invite, Christelle, en mars de l'année prochaine pour venir assister à la Semaine du cerveau qui est ouverte à tous à la MLF. Et puis, je suis persuadée qu'il y aura une session où Pascal Toscani nous fera une intervention de rêve qui va nous retourner la tête à tous et à la fin, elle nous invitera, pour ceux qui le souhaitent, à participer et à prolonger la réflexion sur une certification à venir. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Elle met la pression, elle met la pression. Oui, je vois. J'avais encore une dernière petite question. Je voulais savoir si on avait une fois qu'on est certifié, si éventuellement on peut être amené à proposer des heures pour former. Est-ce qu'on peut faire de la formation à ce moment-là? Alors, merci pour votre question, Christelle, parce que je me rends compte que j'ai oublié de présenter le module 6, la 6e bulle. Je me suis dit, je ne vais pas vous la présenter. En fait, la 6e bulle, on vous propose une méthodologie d'accompagnement des neurosciences au sein de votre propre établissement. Et donc, on n'accompagne pas aux neurosciences n'importe comment, mais par contre, cette certification a quand même aussi pour objectif d'être leader pour vos établissements, mais justement pas n'importe comment. Donc, c'est un module qui est très très court, mais on va effectivement vous proposer, on va vous proposer une possibilité d'accompagnement sur un temps relativement long, c'est-à-dire éviter ce qu'on souhaite faire dans cette formation, dans cette certification, et que vous comprendrez au fur et à mesure de la certification. Donc, pas de fiche toute faite
prête à consommer. C'est pas un supermarché pédagogique ou neuropédagogique. On est assez résistant enfin, moi, je suis assez résistante aux outils tout faits pour tous les élèves de la planète. C'est comme si on donnait de l'aspirine à tous les gens qui ont mal à la tête, alors que les raisons peuvent être tout à fait différentes. Donc, chacun est différent, les cultures sont différentes, les manières d'intégrer les connaissances sont différentes. Donc, par contre, travailler avec un groupe et prendre soin finalement de qui on a en face de soi, et comment ces gens-là apprennent et comment, en fonction de l'endroit où se trouve l'établissement, du type d'élève, on organise quelque chose avec une équipe, là, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc, on vous apprendra à organiser ces accompagnements sur 3 années, c'est-à-dire pas dans le compte-gouttes, tu fais ça avec tes élèves, puis tu vois comment ça marche, mais sur un accompagnement sur une longue durée. C'est-à-dire que pour que tout ce travail réflexif se fasse avec une équipe qui chemine au fur et à mesure du temps. 3 ans maximum, 3 ans minimum, mais en tout cas 3 ans. D'accord. Ce qui veut dire 3 ans, ça veut dire que vous intervenez dans les établissements scolaires pour nous aider à mettre en place ce genre de choses? Non, ça c'est mon job, mais non. Mais par contre, vous aurez la méthodologie pour que vous puissiez accompagner les établissements, vos établissements, pendant 3 années. Alors après, si vous avez une formation de formateur, ça vous appartient. Et pour former aux neurosciences, il faut quand même être très solide, en particulier en génétique, en biologie. Donc, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'accompagner une équipe, sa propre équipe, à réfléchir et à bouleverser ses paradigmes. Et là, vous serez outillés. Donc oui, c'est nous qui sommes outillés pour aller lancer du travail d'équipe. Voilà, autour des neurosciences. C'est-à-dire que vous-même, vous aurez saisi toutes les barrières, les barrières et les frontières entre le possible et le pas possible. Puisque les neurosciences font beaucoup fantasmer. Elles ne règlent pas tout, les neurosciences. Elles ne règlent peut-être pas grand-chose si l'équipe ne réfléchit pas à ce qu'elle veut en faire. Bah oui. C'est pour ça que je disais que ça peut être le meilleur ou pour le pire. Le meilleur, c'est d'être accompagné ou de commencer par une analyse réflexive et d'être accompagné pour ça. Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà, je voudrais vous poser une question. Quelle est la différence fondamentale entre la formation que vous proposez et les modules qui existent sur Magistère? Alors, je ne sais pas si vous connaissez Magistère, c'est… Oui, mais alors du coup, je ne connais pas particulièrement la formation sur Magistère, la formation neurosciences. Peut-être, Julie, tu connais? Alors, bonjour Laurent. Bonjour, bonsoir. Où est-ce que vous êtes, Laurent? De quel monde vous nous parlez pour que j'essaie de comprendre? Parce que je suis à Montpellier. Vous êtes à Montpellier, d'accord. Voilà. Donc Magistère, c'est la plateforme éducation nationale avec des formations à distance, quoi. Oui, et des formations à distance qui sont mises en place par les académies ou par les partenaires éducation nationale type Canopé. Alors, il y en a plusieurs, donc je vais peut-être être un peu floue dans les réponses que je vais vous donner, mais il y a dans les parcours magistères que vous allez pouvoir vivre en fait beaucoup d'éléments qui ont trait en fait aux sciences de l'éducation plutôt qu'aux contenus qui sont positionnés par Pascal. Il y a également dans le laboratoire, il y a également en fait dans tout ce qui est mis en œuvre des rencontres avec un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui des figures reconnues, c'est-à-dire que il y a un mois est venu nous rendre visite, Pascal, je vais te laisser le présenter, lors de la dernière session. Donc, vous êtes aussi mis en lien avec des personnes et d'autres intervenants qui viennent, alors que sur le parcours magistère, ça reste des éléments plutôt loin, j'ai envie de dire, des secteurs que va vous présenter Pascal, et plutôt reliés aux sciences de l'éducation.
c'est relativement différent, hein, Laurent, hein, ce qui est positionné sur le DU et ce qui est positionné sur magistère. Et puis, la dernière différence que je vois, c'est en termes d'horaire. Camille demandait, elle avait un contenu de 100 heures. On n'est pas à 100 heures du tout, on est bien au-delà. Sur les parcours magistères, vous allez être sur des éléments qui vont aller jusqu'à un petit 18 heures peut-être. C'est le maximum, oui. J'ai oublié de dire tout à l'heure que les formateurs de cette certification sont des gens du Grain Monde, du laboratoire, et sont pour à peu près 2/3 d'entre eux des chercheurs et dans le sens académique du terme, des universitaires, et le tiers des autres sont des enseignants de la maternelle au supérieur qui travaillent au laboratoire avec nous, qui ne sont pas des chercheurs, mais qu'on a formés à la recherche et on travaille de manière tout à fait égale. C'est-à-dire quand on est en labo, on ne sait pas qui est le chercheur en neurosciences ou qui est le prof de l'institut de maternelle, on s'en fiche d'ailleurs, puisque l'important c'est de travailler ensemble. Donc nous, le job du labo, c'est de traduire les IRM, certains peuvent le faire, et de le traduire en pédagogie, en acte pédagogique ou en acte didactique. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette équipe collaborative. Et donc les gens qui présentent ce DU sont des gens qui travaillent tous les membres d'ailleurs du laboratoire qui organisent ce DU, excusez-moi, cette certification, sont des personnes qui travaillent sur justement le lien entre la recherche et l'école. Tous les enseignants peut-être pas tous les chercheurs et encore, mais on va dire 90% des gens qui interviennent dans la certification interviennent aussi dans le domaine scolaire et travaillent avec des élèves. Donc c'est pas quelque chose qui est hors de la réalité scolaire, puisque les enseignants, les formateurs qui interviennent travaillent avec les élèves en milieu scolaire, ne sont pas en dehors du système scolaire. Et ils ont tous expérimenté les neurosciences dans leur classe. Et pour ça, je vous invite d'ailleurs aussi, comme le disait Julie tout à l'heure, dans la semaine du cerveau passée, d'ailleurs de mars dernier, il y a 2 mois, pardon, mars dernier, oui, puisque c'est la première fois qu'on fait la mission Langue française, mais il y a eu beaucoup d'ateliers d'enseignants qui ont présenté ce qu'ils faisaient dans leur classe et qui font partie aussi des formateurs de la certification. Alors, un peu plus haut dans le chat, il y avait une question de Fatih Mariam, qui est en Côte d'Ivoire, qui a une formation en lettres modernes et qui est enseignante de langue française et qui demande si elle peut s'inscrire à cette formation. Bien évidemment. Bien sûr. Et elle peut venir se renseigner au CDP qui est situé à Jean-Mermoz pour en savoir plus si elle le souhaite. En fait, il faut sortir de cette catégorisation. Les littéraires ne peuvent pas apprendre des choses scientifiques, où les scientifiques ne peuvent pas comprendre la littérature, c'est totalement erroné. Non, au contraire. Encore une fois, le bagage de départ n'est pas important. L'important, c'est de prendre le train en route.